Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast MLS is Back. On est presque à la fin, on est aujourd'hui le 7 août, il est très tôt au Québec, 7h30 le matin pour enregistrer ce podcast et pour parler de la deuxième demi-finale qui s'est déroulée hier entre Orlando City et Minnesota United FC. Aujourd'hui, hier j'avais eu un des rédacteurs en chef de Culture Soccer, Antoine Latran, puis cette fois-ci j'ai l'autre, c'est bien Anthony de Varenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, toi, Adi? Oui, ça va. Ça n'a pas été trop dur, le réveil? Non, ça va. Après avoir vu un beau match d'Orlando, c'est dur d'être grognon. Ouais, exactement. Hein? Toi, pour ceux qui ne savent pas, Anthony de Varenne a toujours eu un petit faible pour Orlando, même si son équipe, c'est d'habitude Nashville, qu'on n'a pas vu durant ce tournoi, mais Orlando, ça a toujours été le petit faible d'Anthony avec Real Salt Lake aussi, mais toujours, Anthony, à chaque année, il me dit Orlando va faire les séries. Puis cette fois-ci, ça a jamais marché, mais ça a l'air que cette année, pour une fois, ça a l'air qu'Orlando a l'air très bien en place pour non seulement remporter les séries, faire les séries, mais peut-être remporter ce tournoi, vu que hier, Orlando s'est imposé 3-1 face à Minnesota United. Toi, avant ce match-là, Anthony, à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu t'attendais à un match exactement comme il s'est déroulé hier? Est-ce que tu t'attendais à une victoire de 3-1 d'Orlando? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose qui va au penalty? À quoi tu t'attendais en fait? Ouais, c'est ça. Puisque dans les derniers matchs, on voyait que la défense de Minnesota semblait être très solide. Ou du moins qu'elle commençait à bien se connaître. Moi, je m'attendais pas à avoir 3 buts d'Orlando malgré un Annie qui semblait être en forme dans ce tournoi. Je m'attendais vraiment plus à peut-être 1-0, voire un 2-1, mais jamais voir 3 buts de la part d'Orlando. Et en même temps, je pensais que Minnesota allait quand même bien contrôler le match, qu'est-ce qu'ils ont malheureusement pas fait. Donc, c'est ça, je m'attendais à peut-être des meilleures performances de Minnesota et je m'attendais pas à voir Orlando aussi en confiance dans cette rencontre-là. Ouais, effectivement. Très sincèrement, moi, j'avais encore peur du côté droit de Minnesota. Ça, c'est ma seule crainte. Même si contre San Jose, c'était une force, le couloir droit, même malgré la blessure de Romain Métanire, qui est vraiment un excellent latéral droit, et que Azani Dodson l'avait bien remplacé à droite. Mais j'avais quand même un peu peur. Je me dis, OK, sur un match, ça a bien marché. Le match contre San Jose, ils étaient extraordinaires. Ça a super bien marché, le côté droit. Est-ce que ça va marcher de nouveau? Donc, j'avais un peu peur de ça. Et j'avais dit, je pense plusieurs fois sur ce podcast, que je m'attendais, j'avais envie ou je m'attendais plus à ce que ce soit un match serré. Puis ça m'étonnait pas de voir Orlando passer, tout comme Minnesota, qui était clairement le favori. Par contre, je m'attendais à un match beaucoup plus serré que ça. Donc, la victoire 3-1, je m'y attendais pas du tout. Donc, voilà pour ce match-là. Mais j'ai oublié de parler avant de l'actualité MLS. On va revenir au match après coup. Anthony, je suis vraiment désolé, mais j'avais complètement oublié de parler de ça avant. Les nouvelles rumeurs disent que la saison régulière devrait reprendre très vite aux alentours du 20 ou 22 août. Donc, après une dizaine de jours après la fin de ce tournoi-là. Même que les matchs de Dallas et Nashville qui devront se jouer qui vont devoir jouer 3 matchs l'un face à l'autre, devraient même commencer peut-être plus tôt. On dit même à la fin de la semaine prochaine, donc aux alentours du 14-15. Donc, on attend les détails avec impatience. Mais aussi, il y a des rumeurs qui sont aussi sorties par The Athletic et par Sam Stejskal, comme quoi il pourrait y avoir 8 équipes qui se qualifient pour les playoffs du côté de l'Ouest et 10 équipes qui se qualifient du côté de l'Est, sachant que d'un côté, il y aura 14 équipes et de l'autre, il y en aura 13. D'un autre côté, faut pas oublier que selon la MLS et selon les rumeurs, Nashville serait à ce moment-là déjà dès cette année à l'Est et ce serait définitif, tandis que cette année, on pensait qu'ils allaient être à l'Ouest avant que l'année prochaine, ils soient à l'Est. Ça a l'air que non, la MLS a changé d'avis par rapport à ça. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire comme ça, que ce soit un peu débalancé avec 10 équipes qui se qualifient à l'Est puis 8 équipes qui se qualifient à l'Ouest?
Ben, c'est sûr, ça fait toujours spécial parce que ça fait qu'il y a une conférence qui a plus de qualifiés. Euh, mais en même temps, c'est sûr que s'il n'y a pas le même nombre d'équipes, c'est un peu plus difficile. Et je pense que mettre Nashville du côté de l'Est, c'est quand même une bonne décision. Juste au point de vue santé et sécurité, là, Nashville, c'est une ville qui est quand même plus à l'Est. Donc, c'est sûr, ça permet de faire moins de gros déplacements. Tu sais, ils vont pas aller jusqu'à Seattle ou à Portland, donc c'est déjà mieux. Même moi, je m'attendais à peut-être voir une MLS suivre le modèle de la USL, de peut-être diviser en quatre, en quatre groupes pour vraiment encore plus réduire les transports. Mais déjà, je pense que c'est bien de mettre Nashville à l'est parce que il y a des villes qui sont quand même on pourrait dire proche, et c'est pas vraiment proche si vous nous écoutez de la France, là, mais aux États-Unis, un Nashville, Atlanta, c'est seulement, je pense, 6 heures de route, donc c'est pas très long si on regarde le territoire américain. Donc vraiment, je pense que pour Nashville, euh, au niveau de la santé, en tout cas, je pense que c'était la meilleure décision à prendre, là. Ouais, effectivement, je pense que c'était une bonne décision. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est 14 équipes à l'Est et il y aurait 12 équipes à l'Ouest. Donc, c'est pour ça qu'on voit 10 équipes qui seraient qualifiées à l'Est et 8 du côté de l'Ouest. On attend encore les informations officielles et bien évidemment, on vous reviendra là-dessus ici sur le podcast, soit sur le podcast MLS is Back, soit sur un autre podcast quand on reviendra à à nos podcasts réguliers de Culture Soccer. Mais bon, c'est ça. Donc, par rapport à ça, donc c'est les dernières nouvelles qu'on a entendues en provenance de The Athletic et ça a été confirmé par plusieurs sources après coup. Mais on attend encore l'officialisation de la part de la MLS. Ça a l'air qu'il y a des discussions encore, qu'il n'y a rien de coulé dans du béton. Et on verra à ce moment-là ce que ça va donner. Revenons au match, Anthony. Excuse-moi pour cette petite parenthèse, mais je pense que c'était important d'en parler. Ouais. Mais on revient au match. Donc, victoire 3-1 d'Orlando face à Minnesota. Je vais donner les 11 de départ. On a parlé un peu de ce à quoi on s'attendait avant le match. Donc, les 11 de départ, on n'a pas vu beaucoup de changements du côté d'Orlando parce que c'était le 11 habituel avec les blessures qu'on connaît. Donc, dans les buts, Pedro Gallese. En défense, on avait Juan à droite, Antonio Carlos, Robin Jensen en défense centrale. À gauche, João Moutinho. Les deux milieux de terrain défensifs ou relayeurs, c'est dans le 4-2-3-1, c'était Jackson Mendes et Auriel Rossell. Les trois milieux offensifs, Chris Muller à droite, Mauricio Pereira en tant que numéro 10, Nani à gauche et en pointe, Tesho Akindele. Du côté de Minnesota United, on sait que Adrian Heath a dû faire avec les blessures, la blessure de Romain Métanire, bien évidemment. Donc, on avait Tyler Miller dans les buts, Hassani Dotson qui reprenait un nouveau départ à droite, en défense centrale, José Aja et Michael Boxall. À gauche, Chase Gasper. Le seul milieu de terrain défensif et sentinelle, c'était Osvaldo Alonso dans le 4-1-4-1. Les quatre milieux de terrain devant Alonso, c'était Robin Lod, le Finlandais, à gauche, Jackory Hayes et Jan Gregush, les deux milieux centraux relayeurs, et à droite, Ethan Finlay, et en pointe, toujours le Paraguayen Luis Amaria. T'as pensé quoi de ces deux 11 de départ? Pas beaucoup de surprises, en fait, des deux côtés, considérant que Minnesota avait les blessures de Romain Métanire. On sait que Kevin Molino était blessé aussi. Est-ce que tu as été surpris par quelque chose si tu attendais à avoir des changements? Non, vraiment. Je pense que des deux côtés, c'était pas mal le meilleur qu'est-ce qu'il pouvait faire. C'est sûr que j'aurais aimé voir Molino dès le départ, mais on sait qu'il n'est pas encore à 100%. Donc, c'est normal de voir un ace, c'est sûr, sur le 11 de départ pour Minnesota. Et du côté d'Orlando, c'est encore la même recette. Dom Doyle a été blessé, donc c'est Tesho Akindele qui rentrait. On sait qu'Oscar Pereira semble bien aimer Akindele. Donc, non, vraiment pas surpris des deux 11. Je pense que les deux entraîneurs nous ont appris à connaître ces deux 11 là, durant la compétition. Là, donc, je pense que
Si quelqu'un était surpris à la finale, pas à la finale, mais à cette demi-finale d'avoir ces 11-là, je pense qu'il n'avait pas vraiment suivi le tournoi. Ouais, effectivement, effectivement. Et puis, on l'a vu du côté de Minnesota. Ben, écoute, on voit encore Adrian Heath faire confiance à Luis Amaria, qui a eu des hauts et des bas dans ce tournoi-là. On l'a vu hier, c'était pas encore parfait du côté de Luis Amaria, l'attaquant paraguayen de Minnesota. Peut-être il aurait pu brasser les cartes, mais tu sais, quand tu y penses, c'est facile de parler après coup parce que quand une équipe gagne comme Minnesota, on rappelle un peu à nos éditeurs que Minnesota, c'est quand même l'équipe qui a pu éliminer deux équipes quand même assez importantes. En premier, il y avait Columbus. Columbus qui est vraiment qui était vraiment l'équipe qui a été invaincue encore. Donc Minnesota a gagné au penalty. Puis juste après, elle a éliminé l'équipe du moment qui était San Jose. Donc avec Amaria en pointe. Donc je vois pas pourquoi Heath aurait changé les choses, même si Amaria était pas encore extraordinaire. Il vaut mieux peut-être garder une équipe qui gagne, comme on le dit. Donc et c'était le même adage utilisable pour les deux équipes. Donc les deux équipes gagnées. Orlando a éliminé LAFC, Montréal a bien fait lors de la phase de groupe. Donc pourquoi changer une équipe gagnante aussi? Donc bref, je pense que c'était les deux 11 de départ logiques, comme tu disais. Mais commençons par l'analyse de ce match-là. Une première mi-temps où ça a été assez difficile du côté de Minnesota. J'ai senti que Minnesota a eu du mal à exister dans cette première mi-temps-là. T'as pensé quoi de cette première mi-temps où ça a été difficile pour Minnesota dans cette première mi-temps, malgré qu'ils ont eu ils ont eu une seule occasion quand même qui était un peu difficile sur un coup franc qui a été sauvé par Tyler Miller aux alentours de la 20e minute. Sinon, c'était assez pauvre au niveau offensif du côté de Minnesota, n'est-ce pas? Oui, exact, vraiment. Non, mais Minnesota n'a vraiment pas été présent durant cette première mi-temps. Que ce soit offensivement ou défensivement, on a vu que sur les deux buts là, d'Orlando en première mi-temps, là, que la défensive n'était pas nécessairement là. Mais c'est vrai, on dirait qu'il manquait un petit élément explosif du côté de Minnesota. Surtout après que j'avais vu les buts de Nani, je me suis dit, c'est dommage. On dirait que dans cette rencontre-là, Minnesota manque cet élément-là qui peut changer le match à lui seul. Ouais, c'est exactement dans ces moments-là que je me dis qu'il pourrait avoir mieux qu'à Maria comme buteur et ça me faisait déjà regretter un peu Darwin Quintero là, à Minnesota. Qui pouvait un peu créer Ouais, exact. créer des choses du néant en fait. Darwin Quintero qui était capable sur un éclair de génie d'allumer un peu cette rencontre. C'est vrai qu'il manquait un peu de justesse technique et de folie dans le jeu de Minnesota, je trouve, hier. Surtout que quand tu y penses, Orlando n'a pas été mieux durant cette première mi-temps-là jusqu'à la 36e minute et l'éclair de génie de Nani. On va en parler un peu plus tard. Durant les 35 premières minutes, Orlando, bon, ils ont eu une occasion avec Akindele qui a essayé de marquer sur un centre venu de la droite de Muller. Bon, finalement, le centre a été dévié puis est passé au-dessus de la cage. En tout cas, il n'y a pas eu de grosse occasion pendant les 35 premières minutes. On sentait que les deux équipes étaient en place et avaient peur un peu de se découvrir. On en sentait que d'habitude, le round d'observation, il dure une dizaine de minutes. Cette fois-ci, j'ai comme l'impression que ça a duré 35 minutes, tellement les équipes ne voulaient pas faire la mauvaise chose, ne voulaient pas s'aventurer et faire le mauvais pas et prendre trop de risques pour ne pas se faire prendre en arrière. Est-ce que tu as senti aussi de la précaution de la part des deux équipes durant ces 35 premières minutes? Oui, exactement. Vraiment, les équipes vraiment s'analysaient au début. Là, les 30 premières minutes, c'est ça. On voyait que personne osait. On connaît Minnesota qui est une équipe, on pourrait dire, plus défensive. Et vraiment, jusqu'au premier but, on pouvait dire que Minnesota jouait bien le jeu. C'est sûr que après ça,
ils ont juste eu de la misère à revenir, là, mais non, même du côté d'Orlando, j'ai été surpris. Je pensais qu'il allait peut-être essayer d'y aller pour un but rapide. On l'a vu à quelques reprises en rencontre que Orlando, dès le début de la rencontre, mettait le moteur au max. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Je crois que aussi on commence à être avancé dans le tournoi, donc les joueurs aussi ont pas la même qualité physique. Donc c'est à cause de ça que Pereira n'a pas voulu y aller intense dès le début, mais vraiment ça a réussi à Orlando, donc chapeau pour eux. Et malheureusement pour Minnesota, ils ont croisé la route de Nani hier. Ouais, effectivement, et tu l'as dit, c'est effectivement Minnesota a croisé la route de Nani. En premier, je sais que beaucoup parlent de Nani et de sa finition sur le premier but. J'aimerais parler de ce premier but-là. Et je pense que le monde est en train d'oublier la passe lumineuse de Robin Johansson, le défenseur central suédois. Petite anecdote pour vous, pour ceux qui ne savaient pas. Robin Johansson, il y a de cela 2 ans, avait décidé à un moment, 2 ou 3 ans, avait décidé à un moment que le foot, c'était pas pour lui. Il était plus motivé à jouer au foot et il avait à ce moment-là décidé de prendre sa retraite ou de quitter le monde professionnel. Il pensait que le foot était pas fait pour lui et finalement, il a été reconvaincu de rejoindre l'AIK à Stockholm. Quand il a rejoint AIK, il a très bien fait, puis il a été finalement recruté par Orlando City en 2019, en fin 2019, si je me rappelle bien. Non, pardon, début de 2019, donc l'année passée au mois de mars. Quel excellent joueur et quelle trouvaille ce joueur-là de Robin Johansson. Quelle passe! Je ne sais pas comment on peut... Quel superlatif je peux donner à cette passe-là, mais une passe complètement qui vient de la défense en tant que défenseur central. Il voit l'appel de Nani, il donne une longue passe en profondeur, puis là, c'est là qu'on voit l'éclair de génie, on voit la beauté du geste technique de Nani qui contrôle ce ballon comme si c'était un ballon qui arrivait d'une passe de 1 mètre. C'est un ballon qui arrive comme une flèche sur lui, un petit contrôle. En plus, il a Hassani Dotson sur lui. Il se joue physiquement de Hassani Dotson. Il le pousse. Il arrive à prendre l'ascendant sur lui. Et très tranquillement, un petit pointu qui passe en dessous des bras de Tyler Miller. Quel but pour ouvrir les débats dans ce match-là. Quel but! Je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus parce que c'était un bijou, ce but-là de Nani. Oui, et souvent, on est plus habitué à voir, tu dis, Nani, sa technique a été exceptionnelle, mais moi, sur ce but, j'ai surtout remarqué sa qualité physique quand même. Hein. C'est pas un gros joueur, on pourrait dire. Il affrontait quand même un joueur de 170 livres, Dotson, et Nani en a seulement 146. Donc, il était vraiment... il faisait pas le pas, comme qu'on dit, mais non, il a tellement été fort physiquement face à Dotson. Vraiment, il a bien protégé son ballon. Et je pense que, oui, il y avait la qualité technique, mais sur ce but-là, on a vraiment vu la qualité physique de Nani, qui, même s'il n'est pas très grand, il n'est pas très gros. Il est solide sur ses pattes et je pense qu'il nous l'a prouvé hier. Là. Dotson a eu l'air vraiment d'un joueur qui débute là, au soccer. Là. Et c'est le cas, il a seulement 22 ans, là, mais non, ça n'a pas été sa plus belle action. Là. Il a eu de s'en vouloir après le but, mais c'est vraiment à cause que Nani, du côté technique et physique, a été exceptionnel sur cette action-là. Exact. Et j'aimerais juste à la défense de Dotson, tu en as parlé, c'est un joueur qui débute, il a 23 ans maintenant, il a eu 23 ans hier en fait, c'était sa date d'anniversaire hier, juste, il n'a pas eu une belle date d'anniversaire, le pauvre petit gars, mais c'est un joueur qui a été repêché à la Super Draft 2019, donc il a fait sa première année l'année passée,
Et l'année passée, il a été utilisé par Minnesota. Il a été utilisé beaucoup en tant que latéral gauche. Donc, très souvent, il a été titularisé en tant que latéral gauche. Il a été utilisé à un moment donné comme latéral droit de temps en temps et au milieu de terrain en tant que milieu défensif. Cette année, il a été utilisé en tant que milieu offensif. Puis maintenant, avec la blessure de Romain Métanire, il est en train de jouer à droite. Donc, tu arrives à un moment où Adrian Heath, ben, ça a l'air qu'il adore ce joueur-là. Il faut dire qu'il a été très bon l'année passée. Il a surpris beaucoup de monde. Il a marqué plusieurs buts en tant que latéral droit et gauche. Il a marqué 3 buts pour un latéral, c'est quand même beaucoup. Mais cette année, il a été très bon aussi. Mais sur ce match-là, quand tu mets un joueur, premièrement, qui n'a pas ses marques à cette position-là, tu le mets sur un des joueurs les plus en forme en MLS maintenant, qui est une star qui a joué, le joueur désigné, un peu la star un peu de cette équipe, qui est Nani, qui est champion d'Europe, qui a toute cette palette technique. Est-ce que c'était pour toi peut-être une mauvaise décision de la part d'Adrian Heath? Ou bien est-ce qu'il aurait dû peut-être un peu plus faire attention à Nani, peut-être en changeant un peu ce couloir-là où Nani est là, peut-être changer Dotson, mettre un joueur un peu plus défensif, faire en sorte que l'ailier droit, on va en parler plus tard, Ethan Finlay qui est devant, se replie beaucoup plus souvent. On l'a rarement vu se replier à Ethan Finlay, puis quand il se repliait, c'était un peu trop tard. Est-ce que tu penses qu'il aurait dû avoir quelque part, peut-être pas un plan anti-Nani, mais au moins faire un peu plus attention au fait que le danger va sûrement venir de ce côté-là? Ouais, c'est sûr, il aurait fallu faire attention. Et par exemple, moi, tantôt, je l'ai complètement oublié quand on a parlé des 11 de départ, mais on a oublié qu'il y avait un Marlon Hurston sur le banc de Minnesota. Ouais. C'est un joueur qui était habitué à jouer en tant que latéral droit, que ce soit au Colorado ou à Houston. Donc, ça aurait pu être une alternative quand même bien du côté de Minnesota. Mais je pense que le problème désormais avec Orlando, c'est que si Nani est bien contrôlé, ça va créer de l'espace pour qui? Pour Mueller, pour Pereira, pour le buteur. Donc, vraiment, ça fait que je pense que c'est ça la force d'Orlando. Cette année, ils ont d'autres joueurs que Nani. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais sauf que au moins, pas de là à faire un plan anti-Nani, mais peut-être mettre, pas de l'emphase, mais mettre des joueurs un peu plus défensifs du côté droit, sans non plus dire OK, vous avancez pas, vous vous concentrez sur Nani. Non, mais déjà le fait de mettre des joueurs beaucoup plus à vocation beaucoup plus défensif, parce que Dotson, comme on l'a dit, c'est un joueur qui au début du tournoi jouait en tant que milieu offensif. Donc défensivement, même s'il est capable de jouer en tant que latéral, et on l'a dit, c'est pas non plus quelqu'un qui est solide défensivement. Après, tu as dit Hairston, c'est pas non plus quelqu'un qui est très solide à droite non plus. Donc, point de vue défensif, après, il est bon offensivement, Hairston, mais je sais pas, est-ce que, bon, je regarde son banc, puis il n'y avait pas grand monde aussi pour Adrian Heath pour lui apporter un peu ce côté défensif. Peut-être ce qu'il aurait dû faire, c'est peut-être mettre Finlay en tant que milieu central et peut-être mettre Hairston devant Dotson, donc avoir 2 latéraux droits qui sont capables d'être très offensifs. Peut-être que ça aurait pu aider la cause. En tout cas, je spécule, c'est facile de parler un peu plus tard, mais sauf que j'ai trouvé que Nani était vraiment à son aise dans ce couloir, le couloir droit de Minnesota, donc dans ce couloir gauche là, lui. Mais aussi, on l'a vu un peu quelques minutes plus tard, parce que Nani marque le 2e but. Il marque le 2e but encore une fois, il reçoit une passe sur l'aile gauche. Il fait une feinte en faisant croire à Dotson qu'il va donner une passe à son latéral gauche, Joao Moutinho, qui fait une course à sa gauche. Dotson est pris entre 2 eaux parce que, bien évidemment, Finlay n'a pas fait son repli défensif. Donc, il veut aller directement couvrir Joao Moutinho. Mais finalement, il remarque que Nani n'a pas donné la passe. Donc, il se met en dernière minute, il se met devant Nani, mais c'était pas la meilleure couverture. Puis Nani a juste à enrouler un autre bijou complètement dans la lucarne de Tyler Miller, qui selon moi aurait
pu faire quelque chose de mieux, peut-être parce que le tir était pas très haut. Peut-être que Tyler Miller, s'il était un peu mieux positionné, aurait pu toucher à ce ballon. Mais je suis assez sévère avec Tyler Miller. Mais bref, un deuxième but de Nani avec un enroulé qui va exactement, je dirais pas dans la lucarne, mais dans le petit filet du but de Minnesota pour faire 2-0. C'est juste 6 minutes plus tard, donc à la 42e minute. Donc les changements qu'aurait pu faire Adrian Heath en juste donnant des consignes un peu plus défensives à Dotson et à Finlay, il l'a pas fait. Est-ce que tu penses que c'est une opportunité ratée ou est-ce que tu penses que dans tous les cas, Nani était dans un jour où il n'y a rien qu'il aurait pu faire pour l'arrêter? Ouais, ben je pense que c'est peut-être un mélange des deux. On voit que le côté droit a encore été frappé du côté de Minnesota, mais je pense que honnêtement, là, cette frappe de Nani, c'était tout simplement superbe. C'était pas tout en force. On le voit quand on le voit sur l'action que il a pas pu prendre beaucoup d'élan, mais c'est la précision et vraiment c'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient pu la mettre celle-là et Nani l'a mis vraiment. C'est vraiment une action individuelle de grande qualité. Vraiment, comme tu l'as dit, la, la tentative de passe, ben pas la tentative, mais il fait semblant de faire la passe, il prend Dotson au jeu et par la suite il est seul quand même à longue distance, mais il est seul, il tente le tir et ça réussit. C'était tout simplement magnifique. Et sur cette action-là, j'ai de la misère à donner à critiquer Tyler Miller comme tu l'as fait. Je pense que peu importe où est-ce qu'il avait été positionné, là, je pense que Nani aurait trouvé la faille. Peut-être qu'il aurait trouvé la faille, mais si tu regardes un peu le but, il n'est pas la hauteur du tir, il n'est pas vraiment haut. Donc, ce qui fait que, bon, après, ouais, c'est difficile de le critiquer, mais je sais pas. Il faut dire aussi que sa vue était quand même assez voilée par son défenseur. Hein. Sa vue est voilée non seulement par Dotson, mais aussi par Boxa, par Aha, qui est juste qui essaye aussi de faire écran. Et puis le tir est tellement bien enroulé de la part de Nani. Bon, je retire ce que j'ai dit. Je veux pas non plus critiquer Tyler Miller sur ce point de vue-là, même s'il est critiquable à un moment donné. Je sais pas si tu as remarqué dans ce match-là, Tyler Miller qui reçoit une passe de sa défense. Il contrôle le ballon en voyant malgré tout le pressing je pense que c'était Akindele qui pressait. Il contrôle le ballon, puis à un moment donné, il remarque que son contrôle n'est pas assez bon. Il le laisse sortir en corner au lieu de dégager en touche. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris à Tyler Miller, mais il a donné un corner gratuit à Orlando. Au lieu de... Déjà, quand il recevait la passe, il aurait dû dégager. Non, il a voulu faire son très beau et son Manuel Neuer. Il est loin d'être là. Non. Et au lieu de mettre en touche, ce qu'il aurait pu faire, il le laisse partir en corner. Donc bref, il n'a pas eu un très très bon match, Tyler Miller, même si sur ces deux buts-là, je dois avouer qu'on ne peut pas trop le critiquer. Je suis d'accord avec toi. Mais revenons un peu à ce deuxième but-là. Et un peu le repli défensif de Ethan Finlay. Et c'est ça, je veux te parler de Ethan Finlay parce que Finlay, on le connaît. Okay? Ethan Finlay, c'est quelqu'un qui est capable de nous sortir un match du tonnerre. On l'a vu dans son temps avec Columbus, avec la finale en 2015. On l'a vu plusieurs fois avec Minnesota, pas plus loin que dans ce tournoi-là où il a fait un très bon match à un moment donné. Je ne me rappelle plus lequel. Puis hier, il était transparent offensivement et ses replis défensifs. Et je veux juste te donner un peu ce deuxième but. J'aimerais que tu m'en parles un peu, toi, me dire ce qui passe par la tête de Ethan Finlay sur ce but-là. Parce que tu vois Nani recevoir la passe de Mendes. Il la reçoit. Il y a Dotson qui est là. Puis là, on voit Moutinho qui est en train de dévaler le côté gauche. Et Ethan Finlay, au lieu d'être sur Moutinho et de l'empêcher de faire cette course-là, il est complètement au milieu de terrain. Il fait la course en même temps, déjà en retard. C'est même pas si on peut l'appeler une course parce qu'il n'est pas vraiment en train de courir. Et il est nulle part à un endroit qui pourrait être bénéfique défensivement. Et comment tu as trouvé le match de Ethan Finlay? Parce que sur cette action-là, c'était
vraiment pas bon. Et sur le match au complet, il était très, très transparent. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ouais, non, vraiment, Ethan Finlay, c'est un peu le genre de joueur que durant un match, tu vas dire que je sais pas, je comprends pas pourquoi Minnesota là, il joue comme un pied. Et le match d'après, il va te mettre 2 buts et tu vas rien comprendre. C'est un peu le genre de joueur, mais assez inconstant. C'est ça qui est dommage. Et de qu'est-ce que je me rappelle, c'est pas la première fois dans le tournoi que ça arrive qu'il est vraiment invisible. Vraiment, c'est dommage. C'est ça. Surtout que c'était sa fête hier à Ethan Finlay. Donc, peut-être qu'il a un peu trop fêté avant le match. Je ne sais pas. C'était la fête de Dodson. Je sais pas. Est-ce que c'était la fête de Finlay aussi? C'était la fête Euh, de Dodson, pas de Finlay. Dotson, c'est le 16, selon le site de la MLS. Ah, ok, ben, Finlay, selon c'est le Transfer 6. Market, c'est hier. En fait, c'est les deux qui sont nés le 6 Ok. selon Transfer Market. En tout cas, bref, bonne fête aux deux ou à un des deux, ben, comme vous voulez, là, mais vraiment, c'était pas parfait pour les deux Non. hier. Mais je te laisse continuer, excuse-moi, je t'ai interrompu. Ah ben non, il n'y a pas de problème. Ben, c'est ça, vraiment. Finney, c'est le genre de joueur assez inconstant, mais c'est pas inconstant il joue pas trop mal. C'est vraiment soit qui est super bon ou soit qui est effacé complètement. Et durant cette rencontre-là, il a été effacé complètement, mais même du côté défensif, il n'a pas fait le travail qu'il aurait dû faire. J'ose croire que c'est pas une consigne d'Adrian Heath de rien faire défensivement. Mais non, vraiment, ça a été un des pires joueurs sur le terrain, là, selon moi. Ouais, effectivement. Mais finalement, la mi-temps est venue. C'était donc 2-0 pour Orlando. Et c'est comme si je pense que les murs ont dû complètement vibrer du côté du vestiaire de Minnesota parce que on a vu un Minnesota beaucoup plus entreprenant en deuxième mi-temps. Un Minnesota qui a essayé de créer une certaine différence. Il n'y a pas eu de changement, bizarrement. Je m'attendais à ce que Heath fasse des changements déjà à la mi-temps. Non, il a gardé les choses telles quelles. Et c'est quand Kevin Molino, qui est rentré à la 58e minute pour Robin Lod, Aaron Schoenfield est rentré pour Luis Amaria, puis Mason Toy, enfin, qui est rentré pour Jackery Hayes à la 58e, donc un triple changement du côté d'Adrian Heath. C'est à ce moment-là qu'on a vu Minnesota créer des choses. Et créer de belles choses. On a vu le Minnesota qu'on connaissait. Comment t'as trouvé Minnesota après ces changements-là? Est-ce que tu penses que ces changements-là, c'est ce qui a redonné une seconde vie à cette équipe? Oui, ben, je ne doute que les changements, surtout quand tu as de la difficulté offensivement et que tu fais rentrer Kevin Molino et que t'enlèves désolé, et que tu enlèves un joueur peut-être plus défensif et que tu mets, c'est ça, tu rajoutes 2 buteurs, tu mets Kevin Molino, ben c'est sûr que les choses vont un peu mieux aller. J'aime tellement ce joueur. Vraiment, il a pris les choses en main et d'ailleurs, c'est lui qui est sur la passe décisive pour le but de Minnesota, le but de Mason Toy. Donc, vraiment, non. Minnesota s'est quand même bien rattrapé dans cette deuxième mi-temps. Malheureusement, c'était trop peu, trop tard. Mais non, vraiment, au moins, ils ont donné un meilleur visage d'eux-mêmes. C'est le Minnesota qu'on connaît, qu'on a vu lors de la deuxième mi-temps. Et vraiment, je pense que ça donne l'espoir à Minnesota. Ils ont eu beaucoup de blessures avant et durant le tournoi. Donc, vraiment, faut pas trop être sévère avec eux parce que Non, non, c'était non, non. pas. Ils ont réussi leur tournoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, exact. Et donc, vraiment, je pense qu'ils ont bâti des fondations solides. Et je pense que ça nous l'a prouvé durant la deuxième mi-temps nous l'a prouvé là, que vraiment il y a de la qualité à Minnesota et que c'était tout simplement une mauvaise mi-temps. Malheureusement, qu'il leur a coûté le match, mais on les a sentis un peu plus en jambes en deuxième mi-temps, là. Exactement. Puis après, on a eu le changement avec Graham Edwards qui a remplacé enfin Ethan Finlay à la 71e minute. Très bizarrement, c'est lui qui a été désigné comme tireur du coup franc à la 75e, juste 4 minutes après qu'il soit rentré.
Un coup franc qui a donné un peu de mal à Pedro Gallese qui a mis ça en corner. Mais juste après, on a vu encore une fois sur coup franc Boxall qui fait une tête qui est sauvé aussi par Gallese. Donc, il passe au-dessus du but de Gallese. Et après, tu as parlé le but de Mason Toy. Magnifique passe de Kevin Merino. Je sais que c'est un de tes joueurs favoris et ton petit chouchou, mon cher Anthony. Parle-nous un peu de cette passe-là. Déjà, contrôle orienté, il se retourne, il repique vers le centre, puis une passe complètement en profondeur pour Mason Toy qui a juste à glisser le ballon en dessous des bras de Pedro Gallese. Est-ce que je suis sûr que t'as sauté, t'as crié après ce but-là parce que cette passe-là, c'était vraiment une très, très belle passe de la part de Mason Toy. Pardon, de Kevin Molino. Ouais, vraiment. On voit que Molino, même s'il n'a pas été beaucoup présent dans ce tournoi-là, c'était surtout on pourrait dire un super sub, pas par raison de qualité, mais vraiment de physique. On a vu qu'il en avait dedans et vraiment, je pense que quand il va de retour à 100%, là, Minnesota va être encore meilleur. C'est un joueur que depuis qu'il a été en santé, la saison dernière a été un des meilleurs joueurs pour Minnesota. Cette passe nous le démontre. Il a également des qualités de finition, donc vraiment, c'est un joueur exceptionnel. Et aussi de voir Mason Toy également là, à être en confiance, c'est bien. C'est un jeune joueur qui, on se le rappelle, mis Abou Danladi sur le banc ou en réserve. Donc, vraiment, non, vraiment, Minnesota, là, je pense que malgré la défaite, ils ont de quoi être contents. Je pense que la saison va être assez bonne pour eux. Tu m'as fait rire, Anthony. Il a mis Abou Danladi sur la réserve. C'est comme si Abou Danladi, c'était Didier Drogba. Bref, non, ouais, c'est sûr, un beau joueur aussi venu de la draft, hein, Mason Toy, donc assez intéressant. Mais oui, Minnesota a fait ce qu'il a pu, comme tu l'as dit. Mais après, sur ce dernier but-là, parce qu'il y a eu un but à la 96e minute, je pense que c'est là où Minnesota est en train d'attaquer comme un fou. Et c'est là où je trouve que Tyler Miller a été très, très bof. Bon, il faut dire qu'il était un peu presque au milieu de terrain parce qu'il pensait pouvoir aller aider son équipe offensivement pour égaliser. Finalement, il retourne, il arrive dans sa surface. On voit que Benji Michel est complètement lancé complètement lancé en 1 contre 1. Puis là, on voit Tyler Miller qui essaie de sortir sur Michel, mais presque en dehors de la surface. Il aurait peut-être dû attendre que Benji Michel rentre dans la surface avant de sortir sur lui, là. Mais bon, en fait, c'était assez simple pour la part de Benji Michel de contourner Tyler Miller et marquer un but. Je veux pas non plus lui en vouloir, mais il faut dire que c'était pas non plus très efficace comme sortie de la part de Tyler Miller. Je sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça. C'est anecdotique, on le sait, mais on le voit sortir très sérieusement, vraiment en dehors de sa surface. Il veut toucher le ballon de sa main. C'est quoi, t'essayes de te faire expulser alors qu'il reste quelques secondes? C'est quoi que t'essayes de faire? J'ai pas trop compris. Mais bon, finalement, but de Benji Michel, un autre joueur qui est passé par le college soccer. Qui était rentré, qui avait des jambes fraîches. Donc, finalement, le score de 3-1, victoire de Orlando. Et je pense qu'à ce moment-là, toi, tu as sorti le champagne, puis tu as pu boire tranquillement, n'est-ce pas, Anthony? Moi, exactement. J'avais une bouteille de Veuve Clicquot qui attendait. Non. Non, mais plus sérieusement, non, c'est assez drôle de voir Tyler Miller à certaines occasions. Vraiment, c'est un gardien qui peut faire de très belles arrêts et par la suite te faire une erreur. C'est sûr que sur vraiment, c'est dur lui lancer les pierres sur le dernier but. Non, c'est difficile. Vraiment, je pense que c'est en général. Même des fois, il y a des matchs qu'on n'a pas tant parlé, mais par exemple, sur la première action, il manquait de force sur ses mains. Il faisait l'arrêt, mais le ballon, après ça, faisait un retour. Donc, vraiment, moi, si j'étais supporter de Minnesota, je serais pas à 100% confiant en Tyler Miller. Il nous l'a montré au LAFC également. Là, c'est un gardien qui peut être très bon.
et à un moment dans le match, il va survolter et il va te faire n'importe quoi. Donc, c'est un très bon gardien, mais il faut vraiment qu'il travaille sur sa concentration. Et je pense que l'entraîneur des gardiens de Minnesota en est conscient également. Là. Ouais, effectivement. Oui, il a ses moments, Tyler Miller. Il est, comme tu l'as dit, capable de faire de très belles choses. Après, il y a d'autres moments où il est capable de se trouver complètement, comme tu l'as si bien dit, mon ami. Mais c'est drôle, quand tu vois un peu cette victoire de la part d'Orlando, malgré le fait qu'à la fin, il y a eu cette poussée de Minnesota, sur l'ensemble du match, selon toi, est-ce que c'est mérité? Moi, je trouve que c'est 100% mérité. Orlando a fait le meilleur match. Oui, ils ont eu besoin de leur star Nani pour marquer ces deux buts-là, mais je pense que même sans Nani, Orlando était tellement bien en place que c'est ça qui a donné un peu l'avantage sur Minnesota, c'est que tactiquement, on voyait Orlando vraiment bien en place, contrairement à Minnesota qui avait l'air un peu brouillon avec des joueurs qui faisaient pas les efforts nécessaires. On a vu un Robin Lod qui a été excellent durant ce tournoi-là, qui était un peu emprunté durant ce match-là. C'est lui qui sort, je pense, à la 58e minute pour donner sa place à Kevin Molino. Est-ce que tu penses que si jamais tu n'avais pas Nani dans ce match-là, est-ce que tu penses quand même que Orlando l'aurait remporté? Honnêtement, je pense que oui. Vraiment, du côté d'Orlando, ça a été vraiment un match, un très bon match, vraiment pour tout l'ensemble des joueurs. Je pense que si ça n'avait pas été Nani, il y aurait eu un autre joueur qui serait dépassé. Désolé. Mais ça l'aide Ornani de ce côté. Mais non, je pense que, par exemple, durant ce match, on n'a pas beaucoup vu un Mueller, mais il aurait pu être un peu plus décisif si Nani avait été effacé. Pereira aurait pu faire une action individuelle. Donc, c'est plein de choses comme ça que, au final, c'est ça qui est beau d'Orlando, c'est qu'avant, il était dépendant d'un joueur. Au début, c'était Kaka, maintenant c'est Nani, mais vraiment, j'ai l'impression que je dis ça le match que Nani a fait 2 buts, là, mais, mais j'ai l'impression vraiment que cette saison-là, il y a d'autres joueurs sur lesquels Orlando là, peut s'appuyer. Là. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que là, on va parler un peu des joueurs en tant que tels. Pour toi, Anthony, quel était le meilleur joueur du match et le pire joueur du match sur ce match-là? Je te laisse commencer parce que moi, j'ai des petites surprises pour faire plaisir à une de nos auditrices, Lucie Côté, qui m'a lancé qui m'a lancé un défi. Donc voilà, je te laisse commencer avec le meilleur joueur du match et le pire joueur du match. Parfait. En tant que meilleur joueur, c'est assez difficile parce que on veut pas rentrer, on peut pas toujours y aller avec le buteur Nani, mais c'est dur durant cette rencontre-là d'y aller avec quelqu'un d'autre que Nani, mais vraiment j'avais envie de dire aussi Johnson parce que sa positive est incroyable et par la suite tout comme sa défense, il reste solide, encaisse seulement un but. Donc, je pense pour ce match-là, j'allais avec Jensen. Et du côté du pur joueur, on en a parlé un peu plus tôt, là, j'irai avec Ethan Finlay. Ouais, parfait. Écoute, c'est ça, je pensais que tu allais dire Nani, je peux pas choisir quelqu'un d'autre. Finalement, tu as choisi Jensen. Ça, c'était un peu ce que j'allais faire. J'avais y aller avec Nani, finalement. T'es drôle, Anthony. Non, mais effectivement, c'est sûr que Nani a fait un match extraordinaire. Puis logiquement, ça devrait être lui, le joueur du match. Et c'est ça que Lucie me disait hier. Si tu choisis pas Nani, ça va être simple pour le meilleur joueur du match parce que c'est sûr que ce sera Nani. Il a été extraordinaire. Mais juste pour la forme, je voulais souligner aussi le match de Robin Jensen. Même si sur le but de Mason Toy, c'est lui qui se fait prendre qui se fait prendre par Mason Toy et qui va faire la course dans son dos. Donc, il a été un peu bleu sur ce point de vue-là. Donc, je veux pas non plus lui donner à lui le joueur du match. Moi, pour moi, le joueur du match, c'est Mauricio Pereira. J'ai trouvé Pereira tellement, tellement bon. Il s'entend à merveille avec Nani, avec Chris Muller. C'est comme un peu, si tu veux,
cette barre de lancement du côté d'Orlando. On le voit, il est à la baguette dans tous les buts, il est impliqué. C'est le numéro 10 qui joue un rôle beaucoup plus effacé qu'un vrai numéro 10, parce que c'est pas quelqu'un qui va venir te dribbler 4 joueurs puis marquer un but en enroulant le ballon. C'est plus un joueur qui va faire marcher la machine. Et c'est ça que j'aime du côté de Mauricio Pereira, c'est qu'il a été vraiment très, très, très bon dans ce match-là. Il n'a pas de tir au but, si jamais tu vas voir ses stats, mais sauf que sa justesse technique et la façon qu'il a choisi pour faire marcher la machine, relier un peu les milieux défensifs avec les attaquants, que ce soit Nani, Akindele ou Muller, c'était vraiment très, très beau. Et c'est un joueur que je trouve qui est très sous-évalué dans ce collectif-là d'Orlando City SC. Et du côté du pire joueur du match, je pense que c'est impossible de choisir quelqu'un d'autre que Ethan Finlay. Beaucoup de personnes m'ont dit, oui, mais Dotson est fautif sur le premier but. Je trouve pas qu'il est fautif. Il a juste été battu par un joueur de classe mondiale qui est Nani. Il a fait ce qu'il a pu. Après, on s'entend quand tu as un joueur qui a sa 2e année en professionnel face à un joueur qui a gagné l'Euro, c'est un peu plus difficile. Donc, on l'a vu sur ce but-là. Et sur le 2e but, j'ai du mal à en vouloir à Dotson, parce que la raison pourquoi Dotson a mal paru, c'est parce que Finlay n'a pas fait son repli défensif. Donc, ça, c'est mon point de vue. Donc, je veux pas non plus, il n'a pas été parfait, il n'a pas été bon. Je dis pas qu'il a été bon du tout. Par contre, Ethan Finlay, pour moi, a été passé complètement à côté de son match. Et pour moi, c'est le pire joueur du match, tout comme toi, Anthony. Donc voilà pour mes choix à moi. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, je pense que c'est des bons choix. C'est vrai que Pereira, c'est pas un numéro 10 comme qu'on est habitué de voir, mais je comparais un peu à un chef d'orchestre. Il fait jouer tous les musiciens, et il fait jouer la musique sans jamais toucher un instrument. Wow! Oh wow! On est artistique aujourd'hui, mon cher Anthony. J'adore cette phrase. Super belle analogie et métaphore. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, Pereira, t'es d'accord avec moi? Puis on passe comme d'habitude au moment des prédictions. Moi, je suis à 50% là. Moi, j'avais dit que je voulais une finale Orlando-Philadelphie. Puis finalement, j'ai Orlando, mais j'ai pas Philadelphie, j'ai Portland de l'autre côté. Donc pour toi, cette finale entre Orlando et Portland, c'est qui serait le gagnant selon toi? Je vais te demander de donner, bien évidemment, la réponse logique. Donc, je veux pas que tu me dises c'est qui que tu aimerais voir remporter, parce que je connais ta réponse, mais qui tu penses va remporter. Donc, je te laisse y aller. Ouais, vraiment, je pense que mon cœur et ma tête sont dans, pensent au même que. Je pense que encore aujourd'hui, je pense qu'Orlando a les moyens de l'emporter. Je pense qu'ils sont confiants. Les nouveaux joueurs se sont bien adaptés au collectif. Vraiment, comme je l'ai dit, si c'est pas Nani qui va marquer, les autres vont prendre la relève. Je pense à un joueur comme Chris Muller. On ne l'a pas vu beaucoup hier, et je pense que c'est parce qu'il se gardait de la force pour mardi. Donc vraiment, non, j'irai avec avantage Orlando, mais je pense à un match très serré. Si j'avais à dire un score, ça serait Orlando, mais peut-être 2-1. OK. Tu y vas loin dans tes prédictions. C'est bien. Okay, ouais. J'ai pas demandé le score, mais je pense que maintenant, j'ai plus le choix que de donner mon score à moi. De mon point de vue, écoute, j'ai bien aimé, et je veux pas non plus prendre crédit là où j'en ai pas. C'est une personne avec qui je parle très souvent, Normand Ouellette, qui a dit sur Twitter que pour lui, c'est Portland. Et il a donné des arguments que j'ai beaucoup aimé, une très belle analyse de ce qui va se passer dans cette finale-là. Il va falloir que Oscar Pareja fasse attention à quelque chose, parce que ces deux latéraux, Ruan et Joao Moutinho, ont tendance à être assez offensifs et de laisser des espaces derrière eux.
Et quand tu es en train de jouer contre une équipe comme Portland, où tu as des joueurs sur les ailes comme Blanco, comme si jamais il est en santé, Yimi Chara, ou même si jamais on fait jouer, même si Loria est à droite, ou même si finalement il choisit de mettre Ebobisse à Savarese à droite, tu vas avoir des espaces qui vont être exploités par ces joueurs-là qui sont très très bons, sachant que Portland, c'est une équipe qui joue très très bien en contre-attaque et on sait qu'Orlando va avoir le ballon parce qu'Oscar Pareja aime jouer avec le ballon. Donc, il va falloir que Pareja trouve un moyen de faire comprendre à son équipe que ça, c'est le danger auquel ils seront confrontés, l'espace laissé par les latéraux dans leur dos. Et je pense que Portland a un gros avantage ici, parce que Portland n'aura pas besoin de changer sa façon de faire, tandis que Orlando va devoir changer sa façon de faire pour l'emporter. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, moi, je dis avantage Portland et je dis un score de moi, je pense que ça va être un score de 3-1 pour Portland. Donc, ça, c'est mon point de vue logique. Après, si jamais tu me demandes qui j'aimerais l'emporte, Orlando, j'aime toujours les petits poussés qui remportent les compétitions. Donc, voilà. Mais finalement, je pense que logiquement, ça devrait être Portland. OK, mais fais attention parce que la dernière fois, j'avais fait une prédiction. Où est-ce qu'Orlando était impliqué? Le devin! Contre toute attente, Orlando avait eu le dessus contre le LAFC, je le rappelle. Donc, et j'en ai parlé hier, dans un des podcasts et je t'ai appelé le devin parce que je t'avais promis que je t'appellerais le devin si jamais il remportait le match contre LAFC. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de parier contre le devin? On attend vos réponses sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez parier contre le devin Anthony de Varenne ou est-ce que vous allez suivre la logique que j'ai proposée en choisissant Portland? Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Je pense que c'est une belle façon de finir ce podcast aujourd'hui. Merci beaucoup Anthony d'être ici avec moi pour ce podcast de MLS is Back. Ah, merci à toi. C'était un plaisir. Parfait. Bon, on vous laisse aujourd'hui, puis on sera de retour mercredi prochain pour parler de la finale de ce tournoi MLS is Back entre Orlando et Portland. À bientôt. Bonne journée.